Allons avec notre dernière sous-section ici, 1.8.4. On parle de combinaison dans l'analyse combinatoire. Donc, on se rend finalement à notre dernière possibilité avec les combinaisons. Donc ici, on va se placer dans le contexte. On vient de voir les arrangements. On vient de voir qu'on sélectionnait certains éléments dans un ensemble au complet et qu'on les plaçait dans un ordre. En particulier, si j'avais les trois lettres A, B et C et que je choisissais A et B, puis que je choisissais B et A, ben AB, c'est différent de BA parce que c'est pas le même ordre ici pour l'apparition de mes lettres. Mais qu'est-ce qui se passe si cet ordre-là, je décide qu'il est plus important? Donc finalement, AB et BA, ça revient au même. Qu'est-ce qui se passe en réalité ici? C'est que je pourrais mettre les trois lettres dans une urne et je pourrais choisir deux lettres en même temps. Et à ce moment-là, peu importe c'est quoi les mots que je peux faire avec, c'est pas grave, c'est les deux mêmes lettres. Donc on vient de définir ici ce qu'on appelle une combinaison. Définition d'une combinaison, en gros, c'est une sélection non ordonnée. Donc AB ou BA, peu importe l'ordre qu'on utilise, c'est la même chose. C'est une sélection non ordonnée de R éléments différents, pris R à la fois dans N éléments différents. Donc supposons que, je vous rappelle, on avait une urne avec les trois lettres. Je sélectionne deux lettres en même temps, et ces deux lettres-là, ce sera ma combinaison que je vais avoir obtenue. Le nombre de combinaisons qui va être possible parmi les N éléments différents lorsqu'on sélectionne R éléments différents, on va le noter N, R de même, donc R parmi N, et il va être égal à ce calcul-ci, donc N factoriel divisé par R factoriel fois N moins R factoriel. On remarque que ça ressemble beaucoup aux arrangements. La différence, c'est qu'on divise par R factoriel, parce qu'ici, l'ordre n'a pas d'importance. Donc, plutôt que de sélectionner R factoriel de façon différente d'organiser les lettres, on va diviser par ça ici pour avoir moins de possibilités pour nos combinaisons. On pourrait faire quelques exemples de calcul, justement, des combinaisons comme ça pour s'habituer. Donc, premièrement, ici, question claire 1.11, on y va avec la partie A. On a à choisir 3 éléments parmi 12. Pour faire ça, on utilise une formule 12 factoriel divisé par 3 factoriel fois 12 moins 3 factoriel. On a N, R et N moins R. Et ça ici, ça nous donne 12 factoriel sur 3 factoriel multiplié par 9 factoriel. Le 12 factoriel et le 9 factoriel vont se simplifier. Il va nous rester 12 fois 11 fois 10 qu'on divise par 3 fois 2 fois 1. Dans ce cas-ci, on peut essayer de simplifier un peu nos expressions. Le 12 et le 3 peuvent se simplifier, il va nous rester 4 au-dessus fois 11. Le 10 et le 2 peuvent se simplifier, il va nous rester 5 en haut. Et on divise par 1. Donc, il nous reste à faire 4 fois 11 fois 5. 4 fois 5, c'est 20. 20 fois 11, c'est 220. Divisé par 1. Et à ce moment-là, ben, ça nous donne 220 directement. Là, je n'ai pas vraiment de place. Je peux réécrire 220 comme ça ici. Donc, choisir 3 éléments parmi 12 si l'ordre n'a pas d'importance, ça correspond à 220 méthodes différentes. On poursuit en B avec choisir 9 éléments parmi 12. Dans ce cas-ci, si on écrit notre formule, on devrait se rendre compte de quelque chose de particulier. Donc, 9 factoriel, 12 moins 9 factoriel. On réécrit ça de la bonne façon. 12 factoriel sur 9 factoriel multiplié par 12 moins 9, c'est 3. Donc, 3 factoriel. Et là, ça ressemble pas mal à ce qu'on avait juste au-dessus. Donc, 9 factoriel fois 3 factoriel, si on l'inverse, ça donne 3 factoriel fois 9 factoriel. Et ça, on a le droit de le faire. On a une opération qui est commutative. Donc, ici, ça va nous donner le même résultat qu'on avait juste au-dessus. Donc, 9 parmi 12, c'est 220 également. On a la même solution pour un problème où on a des chiffres qui se sont inversés, donc le 3 et le 9 ici, parce que lorsqu'on va faire notre N-R, ça va redonner exactement le 9 qui était ici. Donc on a comme une symétrie qui s'observe lorsqu'on fait des combinaisons. On peut y aller aussi avec 1 parmi 12. Dans ce cas-ci, 1 parmi 12, si on utilise notre formule, 12 factoriel divisé par 1 factoriel fois 12 moins 1 factoriel, c'est la même chose que 12 factoriel sur 1 factoriel fois 11 factoriel. 12 factoriel et 11 factoriel, ça va se simplifier. Il va me rester 12 au-dessus et 1 factoriel en dessous. 1 factoriel, c'est 1. Donc ça ici, c'est égal à 12. Donc il y a 12 façons de choisir un élément parmi 12. C'est aussi simple que ça.
Dans ce cas-ci, c'est une des propriétés qu'on va avoir à chaque fois qu'on va aller chercher des combinaisons lorsqu'on va travailler avec les 12 éléments ici. Vous pouvez aussi faire l'essai, c'est pas dans votre question clair, mais vous pourriez faire 12 parmi 12. Si vous choisissez les 12 éléments qu'il y a dans les 12 éléments, bien évidemment, vous êtes en train de choisir tout le monde, donc il y a une seule façon d'y parvenir. On continue avec, en D ici, une expression un petit peu plus complexe, donc une expression qui pourrait représenter des probabilités dans ce cas-ci. On y va avec 3 parmi 4 multiplié par 1 parmi 5 divisé par 4 parmi 9. Donc là, ici, on va avoir une grosse expression à évaluer. 3 parmi 4, on pourrait réécrire ça comme 4 factoriel divisé par 3 factoriel fois 1 factoriel. 4 moins 3, ça va me donner 1. On multiplie ça par 1 parmi 5. 1 parmi 5, ça va être le même principe que le 1 parmi 12. On pourrait remplacer ça directement par 5. Et il nous reste le 4 parmi 9. Donc 4 parmi 9, si on va le réécrire, 9 factoriel divisé par 4 factoriel fois 5 factoriel. On peut réarranger nos termes. À ce moment-ci, le 3 factoriel fois 1 factoriel va aller au dénominateur. Le 4 factoriel fois 5 factoriel va aller au numérateur. On va avoir 4 factoriel fois 5 fois 4 factoriel fois 5 factoriel divisé par 3 factoriel fois 1 factoriel fois 9 factoriel. Donc, notre expression ici, on peut essayer de la simplifier en ouvrant un petit peu plus nos factoriels. On va se donner plus d'espace, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, le 4 factoriel, c'est la même chose que 4 fois 3 factoriel. On a toujours fois 5 fois 4 factoriel fois 5 factoriel. On divise toujours par 3 factoriel fois 1 factoriel. Et là, notre 9 factoriel, on pourrait réécrire ça comme étant 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 factoriel. Et là, ici, les 3 factoriels vont se simplifier. Le 5 factoriel va se simplifier aussi. Il va nous rester 4 fois 5 fois 4 factoriel, divisé par 1 factoriel, ici c'est égal à 1, donc on pourrait l'enlever aussi, divisé par 9 fois 8 fois 7 fois 6. Ici, ça vous donne un gros 480 au numérateur et 3024 au dénominateur. Donc là, cette fraction-ci, vous pouvez la simplifier. Faites-la dans votre calculatrice, ça va vous donner un 0,15 à peu près. Vous êtes capable de transformer ça en probabilité, en pourcentage. Donc, on est capable de calculer ça avec des simplifications ici. Remarquez que ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a pu simplifier certaines expressions. Ça arrive qu'on peut toutes les simplifier, mais ça arrive qu'on ne peut pas toutes les simplifier non plus. Donc, c'est possible que notre calcul soit plus difficile ou plus long selon le cas de ce qu'on est en train de faire. Passons maintenant en E. Ici, même principe, on va voir si on est capable de faire des simplifications encore. Dans ce cas-ci, on a 1 parmi 3, 2 parmi 5 et 3 parmi 8. On va commencer par le 1 parmi 3, de la même façon que le 1 parmi 5 et le 1 parmi 12, ça ici, ce sera égal à 3 directement. Et le 2 parmi 5, ben, ce sera 5 factoriel, divisé par 2 factoriel fois 3 factoriel. Parce que 5 moins 2, ça donne 3. On divise tout ça par 3 parmi 8, dans ce cas-ci, 8 factoriel sur 3 factoriel, multiplié par 8 moins 3, qui est 5 factoriel. On va réécrire notre expression. On va renvoyer ce qui va en haut et ce qui va en bas. Donc, dans ce cas-ci, on va obtenir 3 fois 5 factoriel, fois 3 factoriel, fois 5 factoriel, divisé par 2 factoriel fois 3 factoriel, fois 8 factoriel. Et là, déjà, on a des 3 factoriels qui peuvent s'en aller. Donc, on va essayer de simplifier un petit peu l'expression qui nous reste parce que c'est pas nécessairement super facile pour l'instant. Donc, on va y aller avec un petit peu de simplification. Le 3, on peut rien faire. Le 5, on peut écrire que c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 factoriel. Pourquoi 2 factoriel? Parce que j'en ai un en dessous pour pouvoir faire des simplifications. Et j'ai un deuxième 5 factoriel qui ne bougera pas. Donc, en dessous, j'ai mon 2 factoriel et j'ai mon 8 factoriel que je peux changer comme étant 8 fois 7 fois 6 fois 5 factoriel. Donc là, à ce moment-ci, les deux 5 factoriels peuvent partir ensemble. Les 2 factoriels peuvent partir ensemble. Il me reste 3 fois 5 fois 4 fois 3 au-dessus et 8 fois 7 fois 6 en dessous. On peut essayer de simplifier encore un petit peu. Vous pourriez factoriser un petit peu en haut et en bas. Dans ce cas-ci, le 3 ne peut pas bouger, le 5 non plus. Le 4, c'est 2 fois 2. Le 3 est toujours là. Et en dessous, ben, on a 8 qui est 2 fois 2 fois 2, fois le 7, fois le 6 qui est 2 fois 3.
Donc on pourrait commencer à faire d'autres simplifications. 2 et 3 peuvent partir ici. On a un des deux en dessous qui peut partir avec celui qui est au-dessus. Donc on se retrouve avec 3 fois 5 sur 2 fois 2 fois 7. 3 fois 5, c'est 15. 2 fois 2, c'est 4. Fois 7, c'est 28. Et là, on ne peut pas simplifier ça plus que ça. Donc on a obtenu l'expression la plus simple de ce qu'on avait initialement. On voit que dans les combinaisons, lorsqu'on a plusieurs factorisations comme ça, plusieurs membres de notre calcul, ça peut être complexe, ça peut être plus long. Allez-y avec plusieurs étapes, prenez le temps de faire vos simplifications. Essayez de factoriser le plus possible vos expressions pour être capable d'aller chercher des simplifications directement ici, comme ce qu'on a fait dans nos dernières étapes. Mais vous êtes capable maintenant de faire certaines combinaisons, faire certains calculs de ces combinaisons-là. Regardons quelques exemples où on va pouvoir utiliser nos combinaisons. Donc, dans quel cas est-ce que ces combinaisons-là vont nous être utiles? En particulier, l'exemple 1.22, ici, on se met en contexte, on veut attribuer 3 prix qui sont absolument identiques à 3 personnes qui vont être différentes dans un groupe de 30 personnes. Donc, ça veut dire qu'on va choisir 3 personnes dans les 30 personnes et qu'on va donner exactement le même prix à chacune de ces personnes-là. Donc, peu importe l'ordre dans lequel on choisit ces 3 personnes-là, le prix reste le même. Ça veut dire que on a ici une combinaison. On va choisir 3 personnes et l'ordre n'a pas d'importance. Donc, on veut savoir combien est-ce qu'il y a de possibilités ici. On va aller calculer 3 parmi 30. Donc, on calcule 30 factoriel divisé par 3 factoriel fois 27 factoriel. Le 30 factoriel et le 27 factoriel vont se simplifier. Notre 30 factoriel va devenir 30 fois 29 fois 28. Et il nous reste 3 fois 2 fois 1 en dessous. On calcule ça et on obtient 4060 cas possibles. Donc, il y a 4060 façons de choisir 3 personnes différentes parmi 30 personnes sans que l'ordre soit important dans ce cas-ci. On regarde maintenant l'exemple 1.23 où on va cette fois-ci aller chercher une probabilité. Dans ce cas-ci, on demande quelle est la probabilité qu'on forme un jury de 12 personnes qui sera constitué de 5 hommes qui sont sélectionnés parmi 14 hommes et de 7 femmes qui sont sélectionnées parmi 18 femmes. Donc, dans ce cas-ci, si on se fie à notre calcul de probabilité, on va avoir besoin du nombre de jurys avec 5 hommes et 7 femmes. Et on va devoir diviser ça par le nombre de jurys au total. On va commencer par aller chercher le nombre de jurys au total. Dans ce cas-ci, on veut un jury qui est constitué de 12 personnes. On a combien de personnes au total? On a 14 hommes plus 18 femmes. On a donc 32 personnes. Donc, le jury est constitué de 12 personnes parmi 32. Donc, le nombre de jurys au complet qu'on peut avoir de 12 personnes va être donné par 12 parmi 32. Maintenant, on veut savoir combien il y a de jurys qui peuvent être constitués de 5 hommes et de 7 femmes. Dans ce cas-ci, 5 hommes et 7 femmes, ça veut dire qu'on a choisi 5 hommes parmi 14 et on a choisi 7 femmes parmi 18. Comme on veut avoir les deux simultanément, on va aller chercher le nombre de façons possibles d'obtenir 5 hommes multiplié par le nombre de façons possibles d'obtenir 7 femmes. C'est notre principe de multiplication qu'on a vu au début de la session, au début de cette section-ci plutôt. Donc, notre nombre de jurys de 5 hommes et de 7 femmes, on le calcule de cette façon-ci. 5 parmi 14 multiplié par 7 parmi 18. On utilise notre principe de multiplication pour obtenir ce résultat-là. Donc, notre probabilité, elle sera égale au nombre de 5 hommes et 7 femmes. Donc, 5 parmi 14 multiplié par 7 parmi 18. Et on va diviser ça par 12 parmi 32, donc par le nombre total de jurys qu'on peut constituer avec 32 personnes. Dans ce cas-ci, je vous épargne les calculs, on obtient 0,282, donc environ 28,2%. Ça veut dire que si vous constituez un jury au hasard avec 12 personnes parmi 32,
il se trouve à y avoir 28,2% de chances que vous obteniez 5 hommes et 7 femmes si vous aviez dans vos 32 personnes 14 hommes et 18 femmes. Donc, on vient d'utiliser nos combinaisons pour calculer une première probabilité. Regardons un dernier exemple ensemble, un petit peu plus complexe celui-là, mais il va nous permettre d'utiliser des combinaisons pour aller chercher une probabilité encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, on cherche la probabilité d'obtenir une paire dans une main de poker de 5 cartes. Donc, une paire, c'est deux chiffres pareils ou deux figures pareilles lorsqu'on a notre main de 5 cartes avec le jeu de cartes traditionnel à 52 cartes. Donc, pour faire ça ici, pour trouver notre probabilité, ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer par déterminer quels sont les facteurs de décision. Qu'est-ce que j'appelle facteur de décision ici? C'est ce qui va déterminer les caractéristiques d'une carte. Donc, notamment, combien il existe de cartes, quelles sont les couleurs possibles pour une carte et quels sont le nombre de cartes qui sont de la même valeur ou de la même figure. Donc, premier facteur de décision, on aurait la valeur ou figure. Donc, As, 2, 3, 4 jusqu'à valet, dame, roi. Dans ce cas-ci, on a 13 possibilités. Et ensuite de ça, le prochain facteur qui va donner les caractéristiques de notre carte, c'est la sorte de notre carte. Donc, sorte. Dans ce cas-ci, les sortes, ce que je veux dire par là, c'est cœur, carreau, trèfle ou pique. Dans ce cas-ci, il y a 4 sortes différentes. On a donc 4 possibilités. Donc, à ce moment-ci, on a les deux facteurs qui vont nous permettre d'aller déterminer qu'est-ce qu'on va mettre dans notre calcul de combinaison. Par contre, on n'a pas terminé. Il faudrait maintenant qu'on détermine qu'est-ce qu'il va y avoir pour chacune de nos cartes, qu'est-ce qui va déterminer qu'on a une paire dans un jeu dans une main de 5 cartes. Donc, dans la main de 5 cartes, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir 2 cartes identiques, ou 2 cartes de même valeur. Et on veut avoir 3 cartes de valeur différentes. Donc, on a besoin de 2 cartes qui vont avoir la même valeur, peu importe la sorte, et on va avoir besoin de 3 cartes qui vont avoir des valeurs différentes. C'est important que ce soit des valeurs différentes, sinon on n'a pas une seule paire, on peut avoir 2 paires ou 3 paires. Maintenant qu'on a sorti les facteurs de décision, on est prêt à aller sélectionner qu'est-ce qui va se multiplier ensemble, qu'est-ce qui va nous donner le nombre de possibilités dans ce cas-ci. Donc on va y aller pour la paire. On a 2 cartes de même valeur, donc ici, il faut déterminer combien de valeurs différentes on pourrait avoir. On a 13 possibilités, c'est ce qu'on a donné dans nos facteurs, donc on a une valeur parmi 13. Donc on va avoir un parmi 13 de cette façon-là. Et la valeur qu'on veut avoir, on va la retrouver dans 2 sortes différentes parce qu'on va avoir 2 cartes. C'est une paire, donc 2 cartes. Et les sortes qu'on a, on en a 4. On ne pourra pas avoir 2 fois la même valeur dans une sorte, ça n'existe pas. Il y a seulement un seul 2 du cœur, il n'y en a pas 2, donc on peut seulement en avoir un. Ça veut dire qu'il va nécessairement falloir prendre 2 sortes différentes. Donc on va avoir 2 sortes parmi les 4 qu'on avait, donc 2 parmi 4. Par la suite, une fois qu'on a déterminé la paire, il nous reste à déterminer les 3 autres cartes. Et ces 3 autres cartes-là, comme elles sont différentes, on va vouloir des valeurs différentes. Donc ce sera 3 valeurs distinctes. Donc on va aller chercher 3 valeurs parmi les valeurs qui nous restent. Il faut faire attention parce qu'on ne veut pas que ce soit la valeur qu'on a déjà choisie. Donc plutôt que d'avoir 13 possibilités, on va en avoir 12. Donc on choisit 3 parmi 12 pour ce problème-ci. Il nous reste maintenant à déterminer les sortes de chacune de nos 3 cartes différentes. Et là, comme nos 3 cartes doivent être différentes, on va avoir un calcul qui va se séparer en 3 ici. Donc pour la première carte, on va avoir une sorte qui va être sélectionnée parmi 4.
Ça ici, c'est pour la première carte qui va avoir une valeur différente. Pour la deuxième, on va avoir encore une sorte parmi 4 parce qu'on a encore une seule carte. Et finalement, pour la dernière sorte, pour la dernière carte plutôt, on va encore aussi avoir une sorte parmi 4, soit 1 parmi 4 encore une fois. Et là, ça peut paraître mélangeant. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir 1 parmi 4 3 fois? Parce qu'on a 3 cartes qui vont avoir des valeurs différentes. De l'autre côté, on va avoir 2 cartes qui vont avoir des valeurs identiques. Donc, si vous voulez vous assurer que vous avez obtenu les bonnes valeurs, lorsque vous choisissez la sorte, vous choisissez la sorte pour les cartes. Donc ici, si vous additionnez 2 plus le 1 plus le 1 plus le 1, ça vous donne 5, et ça, c'est le nombre de cartes qui vous intéressait. Alors que si vous allez plutôt chercher, si je trouve mon crayon vert, si vous allez plutôt chercher dans les autres cartes, là, je manque vraiment d'espace, vous allez chercher les autres choix que vous avez faits parmi les valeurs et les figures, 1 plus 3, ça vous donne 4. Et ça, 4, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs ou de figures qui vont être différentes dans votre main de 5 cartes. Si vous prenez par exemple dans votre manuel 3, 5, 9, 10 et 10, vous avez la figure 3, la figure 5, la figure 9 et vous avez la figure 10. Il y a seulement 4 figures, de là le 1 plus 3 égale 4. Alors que vous avez quand même 5 cartes parce que vous aviez 2 fois 10, 1 fois 3, 1 fois 5, 1 fois 9. C'est un truc pour se souvenir où on place nos combinaisons lorsqu'on fait notre calcul. Ceci étant dit, on peut l'effectuer, notre calcul justement, la probabilité à ce moment-là. Ce sera quoi? Ben, ce sera l'ensemble des combinaisons possibles. Donc on veut que ce soit 1 parmi 13 et 2 parmi 4 pour obtenir la paire. Et on veut 3 parmi 12 et 1 parmi 4 et 1 parmi 4 et 1 parmi 4, parce qu'on a 3 cartes différentes ici, on veut avoir les 3 cartes différentes, et finalement, on divise par le nombre total de possibilités qu'on a, le nombre total de combinaisons de 5 cartes qui existent dans un jeu de cartes. Donc on a 5 cartes parmi 52, et ça ici, si vous faites le calcul, c'est approximatif, ça devrait vous donner environ 42,3%. Donc, vous avez environ 42,3% de chance d'avoir une paire si vous avez 5 cartes au poker avec 52 cartes dans votre jeu de cartes. Donc, ça fait le tour, cette fois-ci, de la section 1.8. On vient de faire le tour de l'analyse combinatoire. Je vous invite à aller sur le portail dans la section documents supplémentaires. J'ai déposé un document d'aide pour l'analyse combinatoire pour savoir qu'est-ce que vous faites comme choix. Quand est-ce que vous choisissez le principe de multiplication? Quand est-ce que vous choisissez les permutations? Quand est-ce que vous allez choisir l'arrangement et quand est-ce que vous allez choisir les combinaisons. Donc, allez consulter ça. Ça va vous aider dans votre étude et dans votre compréhension, surtout de ce qu'on vient de faire. Pour l'instant, nous, on se quitte avec ça. On va se revoir dans une prochaine vidéo avec la section 1.9. On va parler de probabilité conditionnelle et des événements qui sont indépendants.